Ces derniers mois, plusieurs agents qui travaillent à la sécurisation des routes ont été tués ou blessés. Que fait l'État pour sensibiliser les automobilistes et éviter que de tels drames arrivent? Des drames, nous en avons connu effectivement 17 accidents sur le réseau qui concerne notre grand secteur routier, celui sur lequel la DIRNO, la Direction interrégionale des routes du Nord-Ouest, intervient. Encore très récemment, le 24 juin, un agent de cette direction est décédé dans l'Eure, tout près d'ici, alors qu'il faisait son travail au service des usagers de la route en intervention. C'est une préoccupation permanente, c'est évidemment une mission que nous partageons avec la DIRNO, avec les forces de sécurité. Il faut que nous puissions la partager davantage avec tous les usagers de la route, qui sont à la fois des victimes potentielles, mais aussi des facteurs de risque pour tous les intervenants. Les campagnes de sensibilisation sont permanentes, on les voit sur les panneaux d'affichage le long des axes routiers. Elles sont aussi effectuées en partenariat avec les concessionnaires d'installations routières et autoroutières. Un certain nombre d'équipements sur les chantiers, par exemple, je pense aux radars qui sont parfois mal ressentis par les usagers de la route, mais qui sont aussi des éléments importants dans le contrôle des comportements et dans la régulation des vitesses. On sait bien sûr que les vitesses excessives sont à l'origine de la plupart de ces accidents. Donc un souci permanent, mais qui ne peut être le monopole d'un seul intervenant, qui est une responsabilité collective que nous devons tous ensemble promouvoir de jour en jour. Un internaute considère que le chauffage au bois est un élément polluant et que c'est une catastrophe pour la qualité de l'air. Que pouvez-vous lui répondre? Que ça dépend essentiellement de facteurs qui peuvent intervenir effectivement dans le recours au chauffage au bois. La qualité du bois, est-ce que c'est du bois sec, du bois qui ne l'est pas encore? L'équipement de chauffage, évidemment, est-il bien entretenu? Est-il aux normes? Dans quelles conditions est-il utilisé? Et évidemment les conditions d'entretien de cet équipement. Il faut aussi considérer que le bois est une ressource renouvelable et que les conditions dans lesquelles elle est mobilisée, par exemple dans des chaufferies bois qui sont aujourd'hui extrêmement modernes, technologiquement très avancées, notamment au profit des collectivités, sont des éléments très importants pour une efficacité énergétique qui est bien sûr à l'ordre du jour. Et donc le fait est qu'on ne peut pas considérer que par principe le chauffage au bois est un élément qui présente plus d'inconvénients que d'avantages. Effectivement, il y a un certain nombre de particules qui peuvent être émises, mais la qualité du matériel utilisé, la qualité du combustible utilisé est vraiment déterminante pour cette efficacité et donc pour atténuer les nuisances éventuelles qui pourraient résulter d'un mauvais usage de cet équipement. Et à ce titre, tous les conseils utiles pour les usagers particuliers comme pour les collectivités sont disponibles sur des sites internet que vous voyez s'afficher à l'écran. Cette fonction de conseil est très importante et produit des effets positifs que nous enregistrons à travers les sollicitations, à travers un réseau professionnel aussi qui apporte des conseils, qui évidemment procède aux installations et qui permet de mesurer l'impact environnemental amélioré, nettement amélioré après ces interventions et bien sûr les économies qui peuvent en résulter pour les utilisateurs. Une question vous est posée concernant les infrastructures ferroviaires et la question est de savoir pourquoi l'État n'investit pas plus dans ces infrastructures. Il est question bien sûr de la situation de la LNPN. Alors la LNPN, la ligne nouvelle Paris-Normandie, est un projet que l'ensemble des partenaires publics en Normandie poursuivent. La signature récente du contrat de plan État-région et la prochaine signature du contrat de plan interrégional qui nous associe à l'Île-de-France pour la vallée de la Seine sont des supports de ce partenariat. L'État y est actif. Le 1er juillet, c'est-à-dire très récemment, un comité de pilotage a relancé ce projet. S'il avait besoin d'être relancé, c'est parce que des difficultés, notamment sur le tracé dans la partie d'Île-de-France qui est concernée, n'ont pas permis d'aller aussi rapidement qu'on l'aurait souhaité dans les études et dans la déclaration d'utilité publique. Pour autant, comme le ministre des Transports l'a confirmé, ça reste un objectif prioritaire de l'État. C'est un investissement très important auquel les partenaires publics sont attachés. Je pense aux collectivités territoriales
de Normandie, de Seine-Maritime notamment, et bien sûr à l'État. Cela reste un objectif prioritaire que nous entendons mener à bien dans les prochaines années, car c'était un besoin des territoires et un besoin des usagers, souvent quotidiens, de cette ligne importante pour la desserte de nos agglomérations et la desserte de la Normandie et de l'Île-de-France. Une question sur les titres de séjour pour les étrangers. Les délais d'obtention de rendez-vous peuvent être longs. La dématérialisation simplifie-t-elle vraiment les choses? Alors, la dématérialisation, je le confirme, vise à simplifier les démarches, et notamment les démarches préparatoires à la prise de rendez-vous. Donc, nous mettons en ligne très régulièrement des créneaux de rendez-vous. Il est vrai que la demande de rendez-vous augmente régulièrement d'année en année. Nous adaptons notre dispositif, qui est un dispositif national, pour pouvoir ouvrir des créneaux supplémentaires à la hauteur de cette demande. Ce que je veux préciser, c'est que la préfecture de Seine-Maritime délivre 24 000 titres de séjour chaque année. C'est un nombre tout à fait considérable et que 80% de ces demandes, qui donc aboutissent à la délivrance de titres de séjour, passent par ce système dématérialisé. C'est donc que pour 80% de ces 24 000 demandes, celles qui sont exprimées à travers ce système dématérialisé, la procédure est efficace, qu'elle a permis non seulement d'obtenir des rendez-vous, mais de gérer toutes les étapes qui interviennent pour l'instruction d'un dossier, l'évaluation d'une situation. Et donc je ne peux qu'encourager les personnes qui souhaitent s'engager dans ces démarches, d'abord de persévérer. La prise de rendez-vous est une réalité. Les équipes de la préfecture sont mobilisées pour y donner suite. Et bien sûr, chaque créneau disponible est mis en ligne. La preuve, c'est que plus d'une vingtaine de milliers de titres sur les 24 000 qui sont délivrés chaque année passent par cette procédure et donc il n'y a aucune raison que le rendez-vous ne soit pas obtenu au bout de quelques tentatives. Combien de temps cela prend-il d'obtenir une naturalisation par décret? Alors c'est à chaque fois un examen au cas par cas parce que les situations personnelles, les parcours, les motivations, la maîtrise d'un certain nombre d'éléments qui sont évalués. Je pense par exemple à la pratique de la langue française, qui est un élément important pour pouvoir accompagner une démarche de naturalisation, sont évalués par des agents qui reçoivent les personnes concernées. Alors il y a une moyenne qui, quand on le constate ici en Seine-Maritime, est de l'ordre de 2 années. C'est parfois moins, c'est parfois un peu plus long. Encore une fois, c'est une appréciation individuelle qui est faite avec un ou plusieurs rendez-vous. Nous sommes très fiers, très heureux que ces démarches aboutissent. D'ailleurs, nous les mettons en valeur, notamment le 14 juillet, et puis dans les cérémonies de remise des décrets qui viennent reconnaître la nationalité française des personnes qui en ont fait la demande. Mais le parcours est plus ou moins long, de manière appropriée à chaque situation, en fonction des histoires personnelles, des éléments que les demandeurs peuvent apporter à l'appui de leur demande et bien sûr de la vérification que nous devons faire, car l'adhésion à la nationalité française, aux valeurs républicaines, est un élément qui appelle une mise en responsabilité et bien sûr la pleine conscience des enjeux, des droits et des devoirs qui s'attachent à cette démarche et bien sûr à son aboutissement.